Vous écoutez l'épisode 189 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Aurélie Gourmelon pour parler de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité en classe. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 189e épisode du podcast pour parler de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, plus souvent appelée par l'acronyme EVARS, avec ou sans le S, en France notamment. Et pour m'accompagner, je reçois aujourd'hui Aurélie Gourmelon, qui est conseillère pédagogique et autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Enseigner l'éducation à la vie affective et relationnelle de la petite section au CM2 ». Bonjour Aurélie et merci de partager le micro. Alors, les VARS, on en parle beaucoup ces derniers temps, comme d'une nouveauté, mais en réalité, c'est pas nouveau. Depuis 2001, on était déjà censé enseigner l'éducation à la sexualité dès l'école. Si on écoute, je crois que c'était même dans le code de l'éducation, entrer dans le code de l'éducation à ce moment-là. Oui, en fait, c'était même que dans le code de l'éducation, c'était bien ça la difficulté pour les enseignants, c'est qu'effectivement, depuis 2001, les enseignants de la petite section, puisque c'est marqué de l'école primaire dans le code de l'éducation, donc de la petite section à la terminale, sont censés faire à minima 3 séances par an d'éducation à la sexualité. Donc les programmes qui sont sortis en février 2025 sont des nouveaux programmes, oui, parce qu'ils sont tout nouveaux, mais c'est surtout des programmes tout court, puisqu'il n'y avait pas de programme avant. Et d'où la difficulté pour les enseignants de savoir, depuis 2000 ans, on doit faire, mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et donc, grâce à ces programmes, maintenant, il y a des indications. Ouais. Et elles sont les bienvenues parce que c'est vrai que c'est un sujet qui crée pas mal de réticences chez les parents, de réticences chez les enseignants. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à créer cet ouvrage ? Quel est le chemin, le parcours ? Alors effectivement, donc il n'y avait pas de programme avant, donc il n'y avait pas non plus de ressources. Les enseignants n'étaient même pas forcément au courant, parce que tous les enseignants, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs qui le font, qui lisent l'ensemble du code de l'éducation avant de commencer. C'est vrai. Voilà, faut chercher pour trouver quand même. Donc tout le monde ne savait pas qu'il y avait de l'éducation à la sexualité à faire à l'école. Malgré tout, il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient faites. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, il y avait des problématiques qui émergeaient des écoles. Moi, en tant que conseillère pédagogique, j'avais des problématiques qui remontaient jusqu'à l'inspection. Et pour accompagner les équipes, j'ai cherché des ressources. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur, mais que j'ai fait un peu au feeling quand j'étais dans la classe. Et là, je cherchais des ressources. Sur EduScol, il y avait des ressources second degré, puisque les besoins sont plus évidents, je dirais, avec les questions de contraception, d'entrée dans la sexualité, etc. Mais en premier degré, il n'y avait rien. Donc, j'ai cherché, et puis à force de chercher et de vouloir donner, je me suis dit, puisqu'il n'y a rien, on va faire. Voilà. Donc, j'ai fait. C'est comme ça que c'est né. Voilà. C'est vrai que, en plus, dans un premier temps, les VAR, c'est éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, mais que ce qui crispe le plus, c'est souvent ce S-là de sexualité, et dans les crispations, dans les réticences, c'est justement des peurs liées à ce qu'on attend ou ce qu'on n'attend pas, ce qu'on imagine qu'il y a derrière ça. Tout à fait. Alors déjà, les programmes séparent bien avant la 6e, après la 6e. Avant la 6e, il n'y a pas le S. Et après la 6e, il y a le S.
En réalité, c'est effectivement une suppression de S qui rassure tout le monde, parce que si on lit les programmes, tout aurait pu s'appeler EVARS, les programmes seraient restés les mêmes, et on voit bien que ce que les gens mettent derrière ce S n'a rien à faire à l'école primaire. En réalité, la sexualité, elle démarre dès le ventre, dès qu'un bébé est dans le ventre de sa maman. Donc, en fait, la sexualité, c'est avant tout se connaître, apprendre à reconnaître ses sensations, ses émotions, être bien, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et ça, les enfants le vivent tous les jours dans la vie quotidienne, en dehors de l'acte sexuel que les gens mettent derrière le terme de sexualité. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas tellement de questions, mais il faut lire les programmes pour s'en rendre compte. Exactement. C'est vrai que voilà, c'est un peu, ça se cristallise autour de ce terme-là, et je pense qu'on oublie finalement tous les enjeux qu'il y a derrière cette éducation, parce qu'il n'y a pas, il y a pas que la question de la sexualité. Finalement, toi, comment tu définirais les enjeux de l'EVAR? Effectivement, les enjeux, c'est vraiment de donner des repères aux enfants. Donc là, je rappellerai quand même que l'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école primaire doit être abordée d'un point de vue positif. Donc même si l'un des enjeux, c'est aussi la protection de l'enfance, et les chiffres parlent sur l'inceste, les agressions sexuelles, c'est un sujet en plus très d'actualité. Mais on ne rentre pas dans l'enseignement de l'EVAR par cet aspect-là, puisque même s'il y a 10% d'enfants qui sont concernés par l'inceste, il y en a aussi 90% qui ne le sont pas. Et le but, c'est absolument pas de leur présenter le monde qui les entoure par une série potentielle d'agresseurs qui les entourent. Ce serait quand même très, très traumatisant. Et puis contre-productif. Voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est de leur donner des repères, de leur apprendre à s'écouter, à se respecter, à se protéger. Et c'est en donnant ces repères, en donnant cette norme de ce qui se fait, que du coup, ils comprennent que si ça ne rentre pas dans cette norme-là, donc c'est que ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ouvrir cet espace de parole, c'est aussi permettre à des enfants de pouvoir alerter, parce que quand la parole se libère dans la classe à travers ces séances, de temps en temps, il y a effectivement des enfants qui s'expriment et qui révèlent des choses. Donc, c'est bien que cet espace de parole est utile. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans le fait d'avoir une approche positive, bon, déjà ça va rassurer les parents et les enseignants qui auraient encore des réticences, mais c'est aussi de se dire qu'on n'est pas en train de montrer et de pointer du doigt tout ce qui est anormal, on est en train de rentrer entre guillemets par la normalité, ce qui est attendu, les bons comportements, et c'est sur ça qu'on met la focale, et qu'en creux, ça permet aussi de mettre en lumière ce qui n'est pas attendu et ce qui n'est pas normal, et parce qu'on est rentré par voilà les bons comportements, voilà ce qui est attendu, voilà comment un adulte est censé se comporter, voilà comment on se comporte entre enfants, ou comment on respecte, on se respecte et on fait respecter notre intimité ou nos limites aussi, parce que c'est pas que ça aussi. Et dans ce que tu dis, c'est aussi important d'entendre la question de la réciprocité. Parce que très souvent, on envisage l'EVAR comme effectivement de la protection de l'enfant pour lui-même. Et d'ailleurs, beaucoup de notions pourraient être abordées comme ça. Le consentement, c'est est-ce que je donne ou pas mon consentement ? Les secrets, est-ce que je révèle ou pas mon secret ? Et l'intimité, est-ce que je fais respecter mon intimité ? Mais en réalité, à chaque fois, il faut vraiment toujours voir les choses de l'autre côté. C'est aussi, je respecte l'intimité de l'autre, je respecte le consentement de l'autre. Je sais plus ce que j'ai dit. Oui, mais sur tous les points, ouais. Voilà, c'est ça. À chaque fois, il faut voir par rapport à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que c'est très lié aux compétences psychosociales, c'est que ça permet d'apprendre à s'exprimer, mais aussi de lire sur le visage de l'autre, dans la parole de l'autre, et d'être dans une écoute attentive, que si l'autre me dit non ou me montre non,
il faut que je sois en capacité de le comprendre et ensuite en capacité de le respecter. Oui, et je pense que quand on entend ça, quand bien même on avait des réticences ou on se posait des questions, quand on met le nez dans les programmes, qu'on regarde vraiment ce qui est attendu et qu'on aborde la question de l'EVAR de cet angle positif et de cet angle de, en fait, on va montrer ce qui fonctionne, ce que c'est censé être, il y a moins de réticences à avoir et moins de peur face au fait de devoir l'enseigner. Oui. Toi, quelles sont les peurs ou les réticences les plus fréquentes que tu reçois de la part des enseignants et des enseignantes? Alors, pour juste introduire ma réponse, je dirais que en fait, c'est aussi comme ça que j'ai démarré l'écriture de mon ouvrage. C'est-à-dire que j'ai commencé... Alors, quand je dis ça, je parle de l'ancienne version, hein, puisque j'ai déjà une première version qui est sortie en 2023, bien avant les programmes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de ressources à l'époque. Mais en fait, pour savoir, pour organiser mon propos, j'ai interrogé les enseignants qui m'entouraient et je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites dans vos classes en termes d'éducation à la sexualité. Donc, je suis vraiment partie de leurs réponses et du coup des questions qui se posaient. Alors, c'est très marrant parce qu'en réalité, il n'y a que les cycles 3 qui m'ont répondu concrètement des choses qu'ils pouvaient faire dans la classe. Les cycles 1 et les cycles 2, soit m'ont pas répondu, soit m'ont carrément répondu que ça ne les concernait pas, parce que ça, c'est l'éducation à la sexualité, c'est le cycle 3. Puisqu'en fait, l'éducation à la sexualité, dans l'imaginaire avant les programmes, c'était la reproduction, éventuellement la question des règles, la puberté. Mais ça... C'est pas pour ça qu'il se passait rien dans les classes, hein, parce que les émotions, ça a toujours été fait en maternelle, mais les gens, les enseignants ne l'assimilaient pas à de l'éducation à la sexualité. Ils se disaient pas qu'ils faisaient de l'éducation à la sexualité. Ouais, c'est vraiment ça la nouveauté, c'est ce lien, enfin la nouveauté pour les gens, c'est de comprendre en fait tout ce qui était fait déjà dans les classes, parfois c'était dans les programmes et parfois c'était très intuitif, des thèmes qui étaient abordés et qui se raccrochent à ça, qui vont en faveur de cette éducation positive à la vie affective et relationnelle. C'est-à-dire que même si là on enlève en plus le S jusqu'au CM2, même si on sait que ça y contribue, c'est la vie affective et relationnelle. Et du coup, pour répondre à ta question, les réticences... alors, la première réticence que j'ai de moins en moins, puisque ça fait 4 ans maintenant que je fais des formations. Alors, malgré tout, hein, l'arrivée des programmes, la communication, les médias, tout ça, ont participé à ça. La première réticence, c'était « c'est pas notre rôle, c'est le rôle des parents ». Voilà. Bon, là, dans ces cas-là, je parle de l'inceste et le sujet est assez vite balayé. Ensuite, la deuxième réticence, c'est le temps. Et ça, quand les programmes sont sortis, c'est aussi une réticence qui est arrivée en plus avec les programmes. Parce que même les enseignants qui ne sont pas contre se disent, bah voilà, c'est encore un truc de plus à faire. Il y avait déjà les 10 heures de phare. Maintenant, en plus, il y a les 10 heures... il y a les 3 séances des VAR. Mais par contre, à côté de ça, on ne nous a pas enlevé ni français, ni maths, ni histoire géo. Donc, on le met où, quoi. Et c'est là où, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire comprendre que les VAR, déjà, les 3 séances qui sont dans les programmes, elles sont vraiment marquées 3 séances pour le second degré, parce qu'il y a un cadre d'enseignement qui est particulier, avec des profs différents, des horaires bien précis. Nous, on a les élèves en polyvalence au quotidien, 6 heures sur 6, donc c'est pas un problème pour injecter de l'EVAR à n'importe quel moment. On est vraiment en transversalité, et du coup, c'est pas du temps en plus, c'est vraiment... j'emmène mes élèves aux toilettes, on fait de l'EVAR, parce qu'on va discuter de l'intimité, on va discuter du respect de l'autre. Le lever de sieste, les vestiaires à la piscine, bon ça c'est les choses les plus évidentes je dirais, mais les conflits dans la cour, les voitures qu'on se pique au coin garage dans la classe, là il y a la question du consentement. Tenir la main du copain quand on est en rang, il y a la question du consentement. Et puis après, quand on monte dans les classes, en niveau de classe, tout ce qui est littérature de jeunesse, œuvres d'art... On peut à travers l'histoire de l'art, observer des tableaux et travailler sur
les différents types de familles, les différentes représentations de l'homme et de la femme à travers les siècles. Donc il y a plein de choses en fait qui passent dans des enseignements qu'on fait déjà, et c'est vraiment l'objectif. Il y a des choses qu'on va expliciter clairement, qui ont fait des séances d'EVAR, mais il y a énormément de choses aussi où en fait c'est des fils à tirer. On faisait déjà la séance, on enseignait déjà la compréhension en lecture, sauf qu'en plus d'être sur la compréhension fine de l'histoire, on va aussi travailler sur la thématique. Pourquoi le héros aventurier, c'est toujours un garçon, quoi. Ouais. Non, mais en fait, ce que je trouve génial, c'est que là où des personnes pensaient être complètement étrangères à ce sujet et que c'était pas forcément leur place ni leur légitimité d'aborder ces sujets-là, en fait, on se rend compte que déjà, on en fait déjà dans les classes, que même je pense que personne n'en fait pas, on peut pas ne pas en faire. Le petit pas en avant, enfin la petite chose que ça va faire changer, c'est juste de le conscientiser, de le faire avec intention. Et de savoir que quand on fait telle ou telle chose, quand on a tel ou tel propos et qu'on a telle ou telle intention, on s'inscrit dans les VAR. Voilà. Exactement. Et après, je dirais la troisième réticence qui revient souvent, c'est et comment je fais pour être sûre de ne pas aller trop loin. Surtout que c'est marqué de façon explicite dans les programmes où il faut il faut dispenser un enseignement qui soit adapté à l'âge des élèves. Et heureusement, mais du coup, la question des enseignants, c'est oui, mais bon, ils en sont pas tous au même stade de maturité, de développement, de connaissance, parce qu'ils sont pas tous entourés socialement, familialement de la même façon. Donc, voilà, comment je fais pour gérer cette hétérogénéité et comment je fais, moi, pour ne pas aller trop loin dans les réponses que je pourrais apporter. Et donc ça, c'est pareil, je le développe dans mon livre, mais pour le faire très rapidement, l'idée c'est que, en fait, faut avoir en tête qu'un enfant qui pose des questions, il a déjà une idée de la réponse. S'il pose la question, c'est qu'il imagine quelque chose de la réponse. Donc, s'il pose la question, c'est plutôt pour se faire valider ce qu'il pense. Donc la première chose, c'est d'abord de lui demander ce qu'il en pense lui quand il pose la question. Voilà. Je sais pas, moi, si je prends l'exemple des règles, par exemple, la maîtresse, c'est à quel âge qu'on doit avoir ces règles ? Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, qu'est-ce que t'en sais déjà ? Et puis, si la jeune fille donne des réponses complètement aberrantes vers 25 ans, on pourra lui dire non, là, normalement, tu les auras avant. Mais voilà, du coup, on ne va pas plus loin que la réponse qui est apportée par l'enfant. La deuxième chose, c'est que on va éviter, il faut penser aussi que quand l'enfant pose une question, en fait, c'est pas forcément la réponse à la question qui l'intéresse. C'est en fait la question est le reflet d'une inquiétude. Donc, si je reprends la question des règles, maîtresse, à quel âge on doit avoir ses règles ? En fait, cette jeune fille, elle doit certainement plutôt soit s'inquiéter parce qu'elle les a et que personne ne les a autour d'elle, soit parce que toutes ses copines les ont et qu'elle, elle les a pas. Mais en tout cas, elle se sent en décalage et elle s'inquiète de sa condition. Donc en fait, plutôt que de répondre, plutôt que d'avoir cet automatisme d'enseignant on pose une question, il faut que j'apporte une réponse, parce que c'est mon métier, on va plutôt lui demander pourquoi tu me poses cette question ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète ? Parce que si je sais ce qui t'inquiète, je pourrais mieux répondre à ta question. Et là, en fait, on va aller chercher ce qu'il y a derrière la question. Et à partir du moment où on va chercher ce qu'il y a derrière la question, on ne peut pas non plus aller trop loin, puisqu'on ne fait que être dans le dialogue sur une inquiétude. Donc il y a cette idée de prendre le réflexe de se dire que derrière une question, il y a souvent une autre question cachée. D'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est un peu souvent le cas aussi en coaching, mais en fait, c'est d'abord questionner avant de se dépêcher, tout comme on se dépêche des fois de trouver des solutions dans des conflits, tout comme on se dépêche de pouvoir répondre, parce qu'une question qui nous est posée, il y a aussi la question de nos propres émotions et de ce que ça nous fait à nous, et du coup, on peut vite tomber là-dedans, et c'est ce qui nous met en difficulté. Mais alors que si on prend l'habitude d'aller questionner la question, c'est déjà une première posture à adopter en fait vis-à-vis de ces sujets-là. Et la dernière chose par rapport à ces questions, parce que la grosse inquiétude des enseignants aussi, souvent, c'est par rapport à cette hétérogénéité de savoir dans la classe.
Oui, mais s'il y en a un qui en sait beaucoup plus que les autres et qui le dit de façon collective, il y a des enfants qui n'étaient pas forcément prêts à l'entendre. Et donc, comment je gère ça après au sein de la classe et même avec les parents sur le retour aujourd'hui, en classe, on a appris que... alors, c'est ce que je dis aux enseignants, c'est que les enfants, ils parlent entre eux. Quand ils ont des questions, ils veulent des réponses. Donc, ils vont chercher la réponse. Donc, s'ils veulent la réponse et que la maîtresse n'y répond pas sous la forme que je viens d'énoncer, ils vont aller chercher la réponse ailleurs. Donc, ils vont aller la chercher auprès de leurs camarades dans la cour, par exemple. Donc là, il va se dire un certain nombre de choses. N'importe quoi, sans aucun contrôle. Voilà, avec beaucoup d'erreurs. Et la deuxième solution aussi, qui est même pas la deuxième en fait, qui est à mon avis la première, parce que j'ai fait une séance sur la puberté avec une classe de CM1, CM2, et je leur ai demandé, quand ils avaient des questions, où est-ce qu'ils allaient chercher la réponse. La première réponse, c'est Internet. Ouais. Donc là, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut selon trouver les sur mots, Internet. les mots-clés qu'on voilà. met. Donc la réponse qu'on peut faire aux parents, s'ils se plaignent qu'il y ait des choses qui soient allées un peu plus loin, c'est de toute façon, votre enfant y aurait été confronté, puisque ça a été dit par des élèves, pas par moi, mais par des élèves. Donc il y a un moment, ils en auraient discuté entre eux. Sauf que ça s'est dit hier en classe, qu'on a pu contrôler ce qui s'est dit, que j'ai pu dire ce qui était juste et ce qui était faux, que mon propos est uniquement scientifique et laïque, donc il n'y a aucun problème de éthique ou de dépassement de limites. Et donc, au moins, ils ont une réponse qui est juste et ils sont informés correctement. Voilà, ce qui est plutôt rassurant, du coup. Et en réalité, la plupart des parents sont plutôt assez soulagés quand l'enseignant apporte la réponse, que c'est pas à eux de la donner. Tout à fait. Et puis après, je pense que s'il y a des questions qui vont un peu trop loin, on peut toujours aussi avoir le joker de dire que c'est pas adapté aussi. Parfois, il peut y avoir des questions qui dépassent le cadre, qui sont vraiment un peu trop crues, etc. On peut aussi s'autoriser à expliquer pourquoi on ne peut pas répondre à cette question-là. On peut avoir des effets un peu de provocation. Honnêtement, c'est plutôt un comportement que j'ai pu observer au collège et au lycée. Voilà. Après, si on est face à un enfant qui a vraiment eu accès à des images vraiment pas adaptées, je dirais plus que de la provocation, ça peut être vraiment un questionnement. Et dans ces cas-là, faut pas hésiter effectivement à différer la réponse, à dire à l'enfant, alors là, tu vois ta question, je sens bien qu'elle te préoccupe, on va en reparler, mais on va en reparler tous les deux, parce que là, c'est pas le sujet du jour. Ouais. Après, par contre, il faut vraiment y aller, et il faut vraiment aller discuter avec l'enfant, il ne faut pas l'oublier. Très important. Ouais. Est-ce que, déjà, dans les propos que tu viens de dire, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont rassurantes et dédramatisantes et qui pourraient rassurer les parents, les profs. Est-ce que tu vois autre chose, en fait, à dire ou que tu as l'habitude de dire aux profs pour les rassurer par rapport à les VAR ? Là, j'ai rien de trop nouveau, mais la phrase que j'aime bien dire, c'est les VAR, c'est joyeux. Voilà, faut vraiment le voir comme ça. Il y a plein de discussions hyper intéressantes, des discussions philosophiques qu'on peut avoir avec les enfants. Donc vraiment, c'est agréable et vraiment, en fait, si on regarde les programmes, on se rend compte. Je pense que quasiment 90% du programme est déjà abordé en classe. Ce qui va changer, c'est vraiment d'expliciter. Voilà. Je pense que la question des secrets, de l'intimité, du consentement, des droits de l'enfant, tout ça, c'est déjà abordé par les enseignants à travers la littérature de jeunesse, à travers les différentes activités qu'ils peuvent proposer en histoire, en sciences, etc. La question, c'est de se dire, en fait, l'année dernière, j'ai utilisé cet ouvrage, ça aurait été parfait pour aborder ce sujet-là. Et en fait, j'ai pas abordé ce sujet-là. J'ai abordé autre chose. Je l'ai exploité en tirant un autre fil. Voilà. Mais en réalité, le support, il a été exploité. Donc, c'est bien qu'il ait été adapté. Donc, c'est ça. C'est un peu l'image qui me vient, c'est un peu de venir éclairer certains endroits en particulier qui étaient restés dans l'ombre et de se dire j'utilise les mêmes supports. Un conte dans les contes, souvent on peut trouver des choses. Enfin voilà, ils sont étudiés, mais on va pas aller questionner certains angles qui restent un peu dans l'ombre.
J'irais même plus loin, c'est que la question qui vient aussi souvent en formation, c'est notamment sur la question de l'égalité filles-garçons. C'est toute la question de la littérature un peu genrée, je pense, par exemple, les Martine ou les petits albums, les petits imagiers, là, le taxi de Rémi ou des choses comme ça, qui sont juste formidables au niveau phonologique, parce que ça rime et que du coup on peut travailler sur la phono. Après, en termes de genre, c'est abominable. Mais par contre, moi je suis plutôt contre le fait de dire bah non, je veux plus les voir dans ma classe. Parce que justement, en fait, de toute façon, ils existent. Ils sont dans les familles. C'est un sujet. Voilà, c'est un vrai sujet. Donc en fait, s'il est dans la classe, si les enfants ont envie de le lire, on y va, on le lit. Mais par contre, au lieu de faire comme on faisait il y a 10 ans, de le lire et de pas forcément de se rendre compte de l'impact et des enjeux que véhicule cet ouvrage, là on se pose la question. Et puis on y va. Alors les enfants, il n'y a que Rémi qui peut conduire un taxi. Pourquoi quelle petite fille pourrait conduire un taxi? On cherche tous les noms de petites filles qui pourraient terminer en I. et autoriser les filles à conduire un taxi et les garçons à s'occuper de la poupée, à faire la vaisselle et tout ça. Donc, mais en tout cas, ça devient un sujet, effectivement. Ouais. Et ça, on peut pas. J'avais un épisode sur l'égalité filles-garçons dans le podcast où j'en parlais. Justement, l'idée, c'est en tout cas de traiter le sujet, de le repérer déjà, de repérer qu'il y a un sujet avec cet ouvrage ou dans cette histoire ou avec. Ça me fait penser à Roule Galette aussi, par exemple, avec le vieux qui dit à la vieille et qui l'envoie au grenier. Je crois que c'est l'exemple que je prenais dans l'épisode. De se dire, c'est pas qu'on arrête de faire Roule Galette. Par contre, si on le fait, on s'arrête sur ça et on en discute, quoi. Et du coup, on peut lire Roule Ginette, qui est un album dérivé de Roule Galette avec la vieille qui est pas du tout d'accord pour se taper toutes les tâches ménagères. Et Exactement. Du coup, on peut faire de la lecture en réseau. On est totalement dans les programmes. Et là, ça devient hyper intéressant. Voilà. Et, et ça nous prend pas tellement plus de temps puisque c'était déjà prévu. Donc là, imaginons on est un prof qui était réticent, on a écouté l'épisode, on arrive à ce moment de l'épisode et là on se dit non mais en fait c'est bon, je suis convaincue, ça y est, je vais m'y mettre. Est-ce qu'il y a des choses à faire en premier, à savoir avant de se lancer? Alors pour moi, la première chose, c'est vraiment la posture. Enfin, c'est toujours ce que je dis quand on monte des formations. Si je devais faire une formation d'une demi-heure sur les VAR, c'est la partie sur la posture que je garderais. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on a la bonne posture, il y a plus de risque, il n'y a plus de problème. Après, bien évidemment, les enjeux de chaque notion, c'est comme en fait, c'est comme tout enseignement. Voilà, si je veux enseigner les maths et que je comprends pas bien la didactique des fractions, je vais être un moins bon enseignant que si j'ai compris. Donc là, c'est pareil. Si on a une bonne idée des enjeux, de tout ce qu'il y a derrière le consentement, on fera mieux la séance autour du consentement et on saura mieux répondre. Mais ça, voilà, c'est vraiment comme toute discipline. Après, par contre, je dirais que c'est aussi se poser des questions, en fait, sur ses propres valeurs, sur sa propre éducation, ses propres stéréotypes. On en a tous, des stéréotypes. Comme je dis aux enseignants, quand on a des stéréotypes, ça montre que le cerveau fonctionne correctement, qu'on catégorise. Sinon, ça serait compliqué. On aurait le cerveau en surcharge cognitive permanente. Donc, heureusement qu'on a des stéréotypes. Mais la question, c'est, j'en prends conscience, je me pose des questions face aux questions des élèves, face au sujet que je vais aborder, d'avoir un moment de recul et de me dire, bon, alors là, ce que j'en pense, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est vraiment ma connaissance, ou est-ce que ce ne serait pas un peu le fruit de mon éducation, des valeurs qu'on m'a transmises, voilà. Ça, c'est le petit pas de côté qu'il est bon de faire. Il ne faut pas qu'on tombe dans le militantisme non plus, ce n'est pas le rôle de l'école. Même si y a plein de choses à faire avancer dans la société, mais c'est pas là qu'on se trouve en tout cas. On le fait avancer par l'enseignement, mais pas par le militantisme. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles on peut être un peu bloqué parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, parce que c'est pas ça qu'on nous a transmis.
Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, comme les autres matières, en fait, quand on est en une équipe, il y en a qui sont bons en sciences, il y en a qui sont bons en histoire géo, c'est peut-être mieux de faire un échange de services de temps en temps. Alors, pas surtout, bien évidemment, les VAR, ça doit rester aussi au cœur de la classe. Mais s'il y a un sujet, s'il y a des questions qui posent souci, où on ne se sent pas de répondre, où on sent qu'on va transmettre des choses qui ne sont pas correctes, on n'hésite pas non plus à se mettre en équipe, à créer un petit événement qui va faire que d'un seul coup, il y a d'autres enseignants qui proposent d'autres choses. Voilà, il y a des façons d'habiller tout ça. Mais voilà, par contre, être à l'aise avec ce qu'on fait. Et voilà, et réfléchir puis, quand même. Voilà. Ouais, c'est ça, remettre en question, se questionner. C'est un peu comme quand on va préparer une œuvre ou aller voir un film ou aller voir un spectacle, se poser les questions de ce que nous, on a besoin de savoir avant, ce que les élèves ont besoin de savoir avant. Peut-être qu'on va aller clarifier les termes, notamment tous les termes qui tournent autour de genre, sexe, orientation, sexualité, assignation, tout ça que tu précises dans ton ouvrage. Voilà, on va pas en parler maintenant, mais en tout cas d'aller se poser des questions pour être en mesure aussi après de répondre ou d'argumenter ou d'expliquer. Et comme tu le dis, c'est ce qu'on ferait avec n'importe quel autre sujet qu'on va un peu préparer, un peu gratter, on se met à niveau, on met à niveau ses connaissances et puis on voit quel fil on va aller tirer, quel fil on n'ira pas tirer. Et c'est dans cet esprit-là aussi, du coup, que j'ai écrit mon ouvrage, puisqu'il y a une première partie où il y a toutes ces questions que se posent les enseignants, mais il y a aussi des parties vraiment de se remettre au point sur les connaissances de stéréotypes, de genre, etc. Et après, sur chaque notion pour lesquelles il y a des propositions d'activités pour les différents cycles qui sont proposés, à chaque fois, chaque notion est introduite par ses enjeux. Voilà, il y a un point didactique avant de rentrer dans les séances. Ouais. Donc c'est vraiment un outil qui est pensé comme ce que tu présentes depuis tout à l'heure, avec toutes ces étapes-là de pouvoir faire le point, se renseigner, travailler la posture. Et ensuite, du coup, tu as des outils un peu plus précis. Qu'est-ce qu'on trouve comme outil dans ton ouvrage? À quoi ça ressemble? C'est des séances clés en main? C'est plutôt des guides? Alors, il y a des éléments de programmation. Il y a les programmes inversés, mon tableau des programmes inversés, où j'ai repris, en fait, plutôt que de rentrer par âge, je suis rentrée par notion. Et pour chaque notion, j'ai montré, le tableau montre ce qui est fait en petite, en moyenne, en grande section, jusqu'au CM2, ce qui permet aussi d'avoir du coup une vision sur le long terme et du coup de savoir d'où viennent les élèves, où ils vont, ce qui sera fait plus tard. Donc ça aide aussi à se situer, à savoir où on s'arrête, à se dire ça tu le verras l'année prochaine ou ça ce sera vu après, je vais pas jusque là. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Ensuite il y a une sorte de carte mentale qui permet de se repérer en termes de programmation, parce que c'est comme dans les autres disciplines. Si je prends par exemple la question du consentement, c'est bien d'avoir fait les droits de l'enfant avant, parce que pour pouvoir faire valoir son consentement, il faut déjà avoir conscience qu'on est une personne à part entière quand on est un enfant, qu'on a des droits. Parce que c'est difficile de dire oui ou de dire non, alors que nos parents nous expliquent toujours ce qu'on doit répondre et ce qu'on doit penser, etc. Donc, d'abord, on prend conscience qu'on a le droit d'avoir une opinion. Et après, du coup, on va pouvoir rentrer sur comment on prend des décisions. Donc voilà, ça ce n'est qu'un exemple, mais en fait je fais des propositions d'ordre pour aborder les notions. Ça permet aussi d'avoir une idée du coup des prérequis. Donc quand on va aborder une notion, on peut déjà aussi interroger les élèves pour savoir un peu où ils en sont par rapport aux notions sur lesquelles il faut qu'ils soient un peu au point avant. Et puis après effectivement il y a des propositions d'activités qui sont suffisamment claires pour pouvoir les utiliser telles quelles si on en a envie, mais aussi suffisamment larges pour que si le déroulé nous plaît mais que le support nous plaît pas, on change le support et le déroulé de la séance convient toujours. Sinon ça donne des idées et puis on peut transformer des choses. Je fais des propositions de prolongement.
Des fois, il y a plusieurs séances, donc on peut aussi adapter, faire que la séance 1, que la séance 2, en fonction de ce qui a été fait avant et ce qui sera fait après. Enfin voilà, c'est assez maniable, assez adaptable. Ouais. Et la dernière chose, ça on me l'avait demandé à la suite du premier ouvrage, c'était je suis dans ma classe, j'ai envie de me constituer une mallette avec une dizaine de livres pour pouvoir aborder les VAR dans l'année ou dans le cycle. Du coup, qu'est-ce que tu me conseilles comme premiers achats? Voilà, j'ai fait ma petite sélection, cycle 1, cycle 2, cycle 3. J'ai même fait une mallette pour l'enseignant, pour qu'il se cultive personnellement. Voilà. Après, ça reste des propositions. Bien et puis sûr. en plus, il en sort tous les jours. Donc, j'ai pu mettre le dernier Beaulieu, Baptiste Beaulieu, Les Pansements Invisibles, juste avant la sortie. Parce que le livre est sorti en retard, sinon j'aurais pas pu. mais voilà, il y en a des. Ouais, ça se met à jour, mais en tout cas, c'est une bonne ça. base pour démarrer sans avoir à farfouiller partout. Exactement. Ouais, super. Bon, j'ai une petite question avant de terminer, une petite question un peu peut-être rigolote. Ce serait quoi pour toi la meilleure façon de rater une séance d'EVAR? La première chose, je dirais la comptine. La petite comptine, vous savez qu'on apprend par cœur. Et là, j'ai un petit peu envie de comparer avec la comptine de la comptine numérique ou l'étape de multiplication. Alors, c'est super, hein, la comptine numérique et l'étape de multiplication, parce qu'il faut automatiser les connaissances. Mais en EVAR, la petite comptine, c'est mon corps, tu ne le touches pas. C'est interdit, il m'appartient, qu'on répète en boucle. Ça marche pas du tout. Ils vont répéter comme la comptine numérique. C'est pas parce qu'ils connaissent la comptine numérique par cœur qu'ils savent compter. Ben là, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils apprendront la chanson, la petite comptine par cœur qu'ils sauront se faire respecter. Donc, et comme là, il n'y a pas du tout besoin d'automatiser ce genre de choses, vraiment, je pense qu'on est plutôt contre-productif. On croit qu'on fait quelque chose et en fait, on ne le fait pas. La deuxième chose, c'est le discours injonctif et moralisateur. Voilà. Les VAR, c'est pas parce qu'on dit que les enfants vont le faire. Voilà. Donc, il faut que ça se vive, les VAR. On part des représentations des élèves et puis on voit ce qu'ils savent et puis après on propose des situations, des petits cas pratiques pour parler un langage d'adulte et puis on les fait réfléchir dessus. Mais les VAR, ça se réfléchit. C'est pas parce qu'on va faire une jolie fiche avec une trace écrite, une belle leçon qu'à la fin ça marchera. Et puis aussi le faire qu'une fois. Moi, c'est ça qui m'embête un peu avec le coût des 3 séances par an. Voilà, 3 séances par an, si on n'en reparle plus jamais en dehors des 3 séances, ça ne marchera pas non plus. Bah ouais. Mais en fait, c'est comme si on se disait qu'on faisait 3 séances par an sur, je sais pas, n'importe quoi, le présent de l'indicatif. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, tout ce que je dis, j'ai l'impression que je répète ce que je pourrais dire sur toutes les disciplines, hein, mais... Voilà, donc les one-shots, ça ne marche pas. L'approche négative, ça je vous l'ai dit, ça c'est une bonne façon de rater aussi parce que là, les pauvres, encore une fois, la relation aux autres, il faut que ce soit joyeux et il faut que ce soit positif, il faut qu'on ait envie d'aller vers l'autre. Si on a peur de tout le monde, c'est dommage. Et puis, la dernière chose, c'est faire attention quand les enfants disent des choses en séance. Ils s'expriment, ah bah moi j'ai déjà fait ça, etc. De pas pointer, faire très attention à son regard d'adulte. Un enfant qui dit ce qu'il a fait, c'est déjà super, parce que ça veut dire qu'il se rend compte qu'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il ose le dire. Donc ce serait même plutôt à valoriser, à encourager. C'est super, t'en as parlé, du coup on va pouvoir se poser des questions, mais on part tout de suite de ce cas individuel. On passe à une question collective, on ne reste pas bloqué sur le cas individuel, parce que c'est pareil, les pauvres enfants qu'on pourrait mettre en pâture comme ça devant le groupe, c'est pas bien ce que tu as fait, tu l'as rendu triste quand tu l'as touché. Voilà, le pauvre, là, il ressort de la séance complètement traumatisé, et sur des grandes classes, on peut même finir en harcèlement. Les VAR, c'est pas fait pour faire les 10 séances de phare à la suite.
Oui, c'est pas lié là. Pour le coup, il n'y a pas de. On cherche pas la transdisciplinarité là. Sur la question des discriminations, sur la question, ça peut aider sur ça. Mais le but, c'est pas de générer des situations de harcèlement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce qu'il y a autre chose que je t'ai pas demandé, mais que tu aurais vraiment envie de partager avec les profs ou avec les parents qui nous écoutent, ou un petit mot pour conclure? Alors, je dirais que vraiment, moi, ça me semble essentiel. Ça m'a toujours paru essentiel, même quand je savais pas que je faisais de l'EVAR dans ma classe à l'époque. Vraiment, ça fait partie de la construction de l'enfant et on voit bien, il y a Mathieu Lacambre, psychologue, qui a travaillé sur la question et qui explique très bien que si on ne fait pas des VAR, en fait, c'est vraiment c'est délétère pour les enfants parce qu'ils n'apprennent pas à se construire, ils n'apprennent pas à se protéger, ils n'apprennent pas à entrer dans la relation à l'autre. Alors, il y en a, c'est toujours pareil, il y en a qui y arrivent malgré tout parce qu'ils sont bien entourés, parce qu'ils ont une éducation très complète et des gens qui vont tous bien autour d'eux. Voilà, c'est ce qu'on voit aussi dans les autres matières, les élèves qui n'ont pas tellement besoin de nous. Mais pour la plupart, vraiment, c'est nécessaire pour leur permettre de devenir des adultes épanouis, des citoyens épanouis et respectueux. Et je pense qu'on en a quand même particulièrement besoin par les temps qui courent. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment... Moi, ça a été vraiment mon objectif en écrivant mon livre, c'est de faire passer le message que... Enfin, si j'avais pu mettre un sous-titre, c'est... en fait, c'est facile, quoi. Et ma victoire, moi, quand je fais les formations ou quand je vais faire des séances dans les classes avec les enseignants... En séance dans les classes, c'est souvent ce qu'ils me disent. Mais en fait, c'est facile. Enfin, ce que tu as fait, je pourrais le faire. Ben oui, en fait, tout le monde peut le faire. Effectivement, je ne fais rien d'exceptionnel. Mais voilà, si le message qui pouvait passer aujourd'hui, c'est... en fait, voilà, je vais dédramatiser. C'est facile, c'est tout à fait accessible. Voilà, ça me ferait plaisir. Et dans ce que tu as dit juste avant, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est sur le fait que cette éducation à la vie affective et relationnelle, c'est ça a un impact sur toutes les relations, la relation à soi, la relation aux autres, les relations amicales. Voilà, toutes ces notions-là, on en a besoin. On voit bien comme des fois, même entre enseignants, ça peut être compliqué des fois au niveau relationnel et affectif. On ne peut pas nier qu'il y a besoin dès l'enfance de travailler sur ces compétences-là, sur ces compétences relationnelles qui sont de toute façon au programme et qui sont dans les compétences psychosociales. Et quand on regarde ça aussi sous cet angle-là, ça ouvre le champ des possibles et le champ d'impact de l'EVAR. Ouais. Ouais, l'exemple que je donne beaucoup aux enseignants, c'est la question du non, puisque dans le consentement, c'est loin d'être la seule chose, mais il y a aussi apprendre à dire non. En fait, apprendre à dire non, on n'est pas tant d'adultes que ça à en être capable. Ouais. Dire oui, c'est hyper facile. Quand on dit oui, tout le monde est content autour, on passe pour quelqu'un de sympa, de sociable, d'être bonne patte, voilà, c'est facile de dire oui. Ça donne une bonne image de soi. Dire non, c'est hyper dur parce qu'il y a une pression sociale. C'est-à-dire qu'il faut justifier quand on dit non. Quand on dit oui, on nous demande rarement de nous justifier. Ah, t'es d'accord pour prendre le dossier en plus? Mais pourquoi? Voilà. Tu peux nous expliquer en quoi tu es d'accord? Mais par contre, quand on dit non, comment ça? T'as pas le temps, mais pourquoi? Tu fais quoi? Moi aussi. Voilà. Donc, ça demande négociation, ça demande de justifier, ça demande d'avoir une certaine confiance en soi parce que j'ai le droit de dire non et ça fait pas de moi quelqu'un de flemmard qui a moins envie de bosser, etc. Donc voilà, ça je pense que ça parle plutôt bien comme discours aux enseignants. On se reconnaît tous là-dedans. C'est vrai, c'est ça. Et puis il y a aussi, en plus, et j'en parlais dans l'épisode sur le consentement que j'avais enregistré, il y a aussi apprendre à accepter ce non. Parce que c'est difficile de le dire, mais c'est aussi important d'apprendre à l'accepter sans tout remettre en question, sans se sentir rejeté, sans se... Voilà. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces partages, pour tout ce que tu nous as dit dans l'épisode. Moi, ça me parle beaucoup et je pense que ça parlera, ça rassurera, ça convaincra les personnes qui écouteront l'épisode. Je suis vraiment ravie de tout ce contenu. Merci beaucoup. Moi aussi. Ouais. Vous pouvez donc retrouver l'ouvrage d'Aurélie Gourmelon en librairie. Il s'appelle « Enseigner l'éducation à la vie affective et relationnelle de la petite section au CM2 » et il est paru aux éditions Hachette Éducation. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes du podcast sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie d'être accompagné pour retrouver du kiff dans votre quotidien professionnel, vous retrouverez toutes mes offres d'accompagnement sur mestrucsdecoach.fr. Vous avez aussi comme ressources à votre disposition mes 2 livres. Le premier s'appelait Gestion de classe, mode d'emploi et le deuxième Enseigner selon son profil. Et les 2 livres sont disponibles dans toutes les librairies. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Au revoir.